messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez CCTV. L'actualité partira donc du Sénat à la Chambre haute avec ses réquisitoires du procureur général après la cassation qui vise deux anciens membres de l'ancien bureau du Sénat, Éric Rougouillet, Chester et Alexis Tamboué-Mwamba. Ces réquisitoires ont été lus hier à la plénière du Sénat. On reproche à Rougouillet et Alexis Tamboué-Mwamba de pouvoir justifier des millions et des millions de dollars américains. On dit des milliards en termes de la devise nationale, le franc congolais. La commission spéciale mise en place pour traiter de cette question de la levée des immunités partant de celle de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo traite désormais cette question. Justement, on va parler aussi, comme dans chaque jeudi, de l'économie. La ville de Kinshasa, son gouverneur et son ministre des Finances qui sont déclarés presque des personnes non grata au niveau de nos banques commerciales. Instruction de la Banque centrale du Congo qui demande aux banques commerciales de ne plus prêter de l'argent à la ville, plus personnellement à l'individu, Gentini Ngobila et à son ministre des Finances. La partie économique de cette émission reviendra également sur les conséquences de cette décision de la Banque centrale, qui peuvent être les conséquences de cette décision de la Banque centrale vis-à-vis du gouverneur et de son ministre des Finances. La question des cartes de visa sera également au menu de cette émission. Comme chaque jeudi, on va parler chiffres. Les chiffres, c'est en tout cas ce qu'avance le gouvernement congolais des réserves d'échange de la Banque centrale du Congo qui passe des 600 millions à 1,500 milliards de dollars américains. Jeudi écho, ce sera une question des passages en revue de la revue annuelle du portefeuille de la République démocratique du Congo, initiée depuis bientôt 2 semaines par le ministre d'État, ministre du portefeuille de la présidence, Adel Kainda Maïna. Bienvenue à vous, madame, monsieur. Vous regardez CCTV. Vous avez très bien fait. Gabi Kouba, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. La gifle de ces citoyens français à Emmanuel Macron. Bon, ça c'est un problème franco-français, mais je me pose la question, si c'était en Afrique, qu'allait-il se passer pour les gars qui a giflé le président de la République? Et voilà, un État véritablement démocratique et un État des droits. Il est déféré devant la justice. Et il va donner des explications sur les gestes qu'il a commis, que tout le monde déplore, y compris moi-même. Donc on ne peut jamais soutenir un acte de violence vis-à-vis du dépositaire de l'autorité publique. Très bien, merci beaucoup, très cher Gabi. Deuxième invité, Innocent Lenga, Innocent est des scoopers de ce planète. Innocent, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue. Merci beaucoup. J'ai ouï dire que le parquet de Paris est en train d'enquêter si réellement celui qui a giflé le président Emmanuel Macron était des pères et des mères français. C'est une façon de taquiner Noël Chani, apparemment. Il n'est pas algéro-franco. Bon, de toute façon, c'est un Français. Oui, oui. C'est un Français, il n'a pas besoin d'être président de la République pour être des pères et des mères français. Ça, c'est évident. Le geste n'est pas salué comme l'a dit mon président de l'UNPC, bon, ici confrère, Gabi Kouba. Ce n'est pas un acte à encourager parce qu'en France, même les gauchistes, les gens de l'opposition qui ne sont pas pour Macron, ils ont tous condamné l'acte qu'un président de la République soit giflé, que l'on porte la main sur l'autorité de l'État. Bon, Gabi l'a dit aussi, si cela s'est passé en Afrique, je ne vois pas Paul Kagame, je ne vois pas Denis Sassou Nguesso, je ne vois pas, bon, je présume aussi, je ne vois pas Tshisekedi être giflé et que cet homme-là soit en vie. On l'a vu ici, tout près de CCTV, ici sur 24, avec de la Libération, le pauvre Armand Tungulu, qui a un fils qui a essayé de jeter une pierre, un caillou sur le cortège de Joseph Kabila, vous connaissez son sort. Le gars a disparu, on a inventé une histoire de pendaison et consorts. Tout simplement, il a été tué dans les cachots de l'armée. On a même fait entendre que c'est le président lui-même qui l'a achevé parce que les gars, même dans son cachot, lorsque le président était allé voir, l'ancien président bien sûr, il a craché sur lui. Oui. Il a craché sur lui et là, ça l'a mis... Bon, ce n'est que des choses que se racontent, mais il y a eu intolérance. Donc Armand Tungulu pouvait être bien maîtrisé et être jugé pour son acte offensif envers les chefs de l'État. Il ne méritait pas la mort.
Mais on n'avait pas aussi acclamé son acte, ni non plus celui posé par les Français aujourd'hui. Mais les Français nous ont montré qu'ils sont démocrates. Les gars passent aujourd'hui devant les juges. Et j'ai entendu l'analyse des RFI ce matin en venant d'ici, qu'ils risquent entre 3 à 7 ans de prison et un paiement d'amende de 45 000 euros. Vous voyez, c'est ça les pays civilisés, les pays où la vie de l'homme est sacrée. Très bien. Nous aussi, dans notre constitution, nous avons sacré la vie humaine. Ah oui, théoriquement, heureusement que vous le dites. Je suivais un jour un ancien député, c'est un ancien confrère, Zachary Bababassou, pour ne pas le citer, dans une vidéo qui disait il semble que les gars avaient l'habitude de taper les papas d'autrui. Est-ce que c'est bien ça? Bon, mais pour cette affaire de la gifle envers Macron qui est condamnable et déplorable, je me pose la question, même dans les traitements des médias, si l'auteur de l'acte était un nègre comme vous et moi, s'il était un Français d'origine ouest-africaine, ou bien s'il était un Français d'origine algérienne, marocaine, ou bien venant de l'Asie, il aurait dû être traité de la même façon. Je me pose beaucoup de questions. Très bien, merci beaucoup. Gabi, un mot sur la revue annuelle du portefeuille, qui se tient sur demande d'ailleurs du président de la République. Je lis la lettre de son directeur de cabinet, Guilhem Niembo, qui avait demandé au ministre d'État Adel Kanina, la princesse, de pouvoir accélérer ces processus. Est-ce qu'à l'issue de cette revue annuelle, qu'on aura peut-être d'ici le 30 juin, faire le remue-ménage au sein du portefeuille de l'État? Il faut absolument procéder à cette revue-là. D'abord, il se pose un sérieux problème aujourd'hui. Depuis 2009, la loi sur la réforme des entreprises publiques qui a scindé en 2 parties les entreprises publiques, qui a séparé les entreprises publiques des établissements et services publics de l'État. Donc, il y a eu un vrai problème depuis 12 ans. Parce que l'État aujourd'hui n'a pas le contrôle de tous les services. Pourquoi? Pour la simple raison que le Conseil supérieur du portefeuille a sous sa tutelle les entreprises publiques de l'État, tandis que les établissements et services publics n'ont pas un organe, à l'instar du Conseil supérieur du portefeuille pour les entreprises du portefeuille de l'État. Or, conformément au texte qui existait à l'époque, les entreprises de l'État doivent présenter un rapport annuel à l'État propriétaire. C'est ce qu'on appelle le rapport de l'État propriétaire. Et même pour les entreprises qui sont restées sous l'autorité ou sous le contrôle du Conseil supérieur du portefeuille, vous voyez comment on les gère. Et vous voyez comment ça se passe. Il y a presque des cadavres dans tous les placards. Et qu'en est-il des établissements et services publics de l'État qui n'ont jamais présenté les rapports à l'État propriétaire depuis 12 ans, depuis que la loi a été mise en application? Cela veut dire que les établissements et services publics de l'État ne rendent des comptes qu'à leur ministre de tutelle, donc individuellement, mais pas à l'État congolais. C'est un sérieux problème. Si d'un côté, phagocytons les termes. Ah oui. Quelle différence y a-t-il rendre rapport à l'État propriétaire et rendre rapport au ministre? Les ministres aussi, c'est imposé. Oui. Voilà, les ministres, conformément à la loi, l'État est le propriétaire des entreprises publiques. C'est vrai que l'État a ses représentants, il est incarné par les ministres et puis les autres décideurs. Mais dans les cas d'espèces, rendre des rapports au ministre, ce n'est pas un rapport en vertu des textes, c'est une sorte d'arrangement particulier ou arrangement à l'amiable. C'est une question d'humeur et de relations interpersonnelles. Rien de légal. On peut demander cela. Mais de l'autre, quand vous voyez les conseils supérieurs du portefeuille, c'est l'organe technique du ministère du portefeuille qui gère le patrimoine de l'État. Mais maintenant, quand on ampute au Conseil supérieur du portefeuille une partie du patrimoine de l'État, vous connaissez déjà les méthodes de gestion. Même de l'autre côté où on a les conseils supérieurs du portefeuille, vous avez le ministère du portefeuille, mais vous voyez qu'il y a des dégâts partout. Et vivement cette revue. Et l'État propriétaire n'a pas de rapport. Si Tshisekedi ne veut pas finir dans le passé, comme il l'a dit, mais ce qu'il peut faire, c'est 2 ans et demi qu'il demande à ces entreprises de présenter seulement le rapport de l'État propriétaire. On ne chasse personne, on s'attaque à personne. C'est ce qui se fait, n'est-ce pas? Alors, je crois que la démarche de la nouvelle ministre du portefeuille, Madame Kainda, est à saluer, pourvu qu'on aille jusqu'au bout. On ne veut pas qu'on amorce une démarche qui va s'arrêter à mi-chemin. Parce que demain, vous allez voir que les mêmes personnes sur qui on va enquêter
vont peut-être se soulever, il y aura des motions, et la ministre pourra même reculer. Mais ce n'est pas la voie qu'il faut. Donc il faudra absolument que l'État propriétaire ait les rapports de la gestion des entreprises. On fait l'évaluation. Les mandataires performants, seront récompensés. Mais ceux qui se sont compromis dans la gestion, qu'ils rendent compte à la nation de leur gestion chaotique des entreprises du portefeuille. Mais il faut voir également la question des établissements et services publics qui n'ont pas un organe à l'instar du Conseil supérieur du portefeuille. Comment on gère ces établissements et services publics? Ils rendent rapport à qui? Vous avez posé la question, c'est quoi la différence entre présenter un rapport à l'État propriétaire et présenter un rapport à un ministre de tutelle? En réalité, pour les établissements et services publics, aucun texte ne prévoit cela. Les rapports, comme les fonds et les entreprises du portefeuille de l'État. C'est une question... Je prends deux entreprises par exemple. Il y a l'ICCN, il y a la CIC, les centres d'expertise, par exemple. Oui. Ces structures-là ne sont pas sous tutelle du portefeuille. Non, il y en a assez. Il y en a assez qui ne sont pas sous la tutelle parce que l'État avait, jusqu'en 2009, avant la loi Mabunda, sous la primature de Mozitou, à l'époque, l'État avait au moins une soixantaine d'entreprises publiques. Mais on a scindé les établissements publics des entreprises publiques. Ce qui fait que les établissements, aujourd'hui, sont gérés autrement que les entreprises du portefeuille. Donc, il faut encourager cette démarche de la ministre du portefeuille qui doit aller jusqu'au bout. Faisons l'évaluation de la gestion des entreprises. Est-ce que ces entreprises apportent finalement quoi? J'ai comme l'impression que ces entreprises deviennent encore une charge de plus. Oui, c'est aussi une exigence des partenaires, des bailleurs d'affaires, la Banque mondiale et les FMI, parce que Tshisekedi a demandé la reprise de la coopération avec les institutions de Bretton Woods, mais il faudra auditer également toutes les entreprises de l'État avant d'obtenir un financement ou des appuis de la part de ses partenaires. Mais quand déjà, Innocent, la Banque mondiale vous dit nous avons financé un processus avec les copyrep, mais apparemment ce processus n'a pas abouti. Ce sont des mêmes choses. On vous dit il faudrait que certaines de ces entreprises soient mutées en entreprises commerciales, mais l'État reste aujourd'hui, 11 ans, 12 ans après, l'unique actionnaire majoritaire, actionnaire principal. Faudrait-il pas en tenant cette revue annuelle, qu'on puisse même faire l'état des lieux de ces entreprises, les actifs pour l'État, les capitaux que l'État a mobilisé 12 ans, 11 ans après la transformation des entreprises. Vous savez, Serge, que la spécialité que nous avons, nous Congolais, j'ai du mal à parler en termes de nous Congolais, mais il est faux parce qu'il y a des failles. La spécialité que nous avons, c'est de commencer quelque chose et de ne pas l'achever. Ça, c'est notre spécialité. Vous verrez même à un certain niveau, les lois qui sont votées. On vous demande d'élaborer les mesures d'application. Et ça a toujours traîné. Il y a des lois qui ont été votées il y a 10 ans, mais qui n'ont jamais connu de mesures d'application. Ah oui. La réforme entreprise par les copyrights n'a pas été achevée jusqu'à maintenant. La transformation des entreprises. Nous avons toujours l'impression de présenter nos entreprises publiques comme des canards boiteux. Non, il n'en est pas question. Vous estimez, Serge Kabon, que la SNEL soit vraiment un canard boiteux, soit une entreprise qui n'a pas assez de moyens, la SNEL. Je ne veux pas parler des abonnés simples que nous sommes à la cité, mais il y a des grandes entreprises qui versent des millions et des millions de dollars à la SNEL. Notre courant est exporté en dehors du pays, vers la Zambie, vers le Congo-Brazzaville. Cet argent sert à quoi? On a parlé autrefois du scandale. On a incriminé Bochab à l'époque. Moi, je me suis dit, à l'époque, je n'étais pas son défendeur. Je me suis dit, Bochab ne peut pas bouffer à lui seul 32 millions de dollars. Même s'il était avant. Aussi longtemps qu'il n'est pas inquiété. Donc, il y a des gens derrière lui qui ont bouffé cet argent et qui l'ont présenté comme un paravent. Donc, on veut présenter ces entreprises-là comme des canards boiteux. Or, les entreprises génèrent de l'argent. La Régie des eaux. Il y a des grandes entreprises qui versent beaucoup d'argent à la Régie des eaux. Vous prenez par exemple Sokimo, qui a vendu tous ses permis d'exploitation aux étrangers. Est-ce que la Sokimo était incapable elle-même, assise sur des mines d'or, incapable d'exploiter? Est-ce que vous trouvez des choses là normales? Vous prenez la Gécamine, assise sur des tonnes et des tonnes de réserves de cobalt et de cuivre.
Mais on préfère créer la SECOMI pour brader parce qu'on prend les réserves, on emprunte, on recourt à un crédit, à un emprunt de 6,2 milliards de dollars, mais on hypothèque 10 millions de tonnes de cuivre. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un pays normal? Ces entreprises, si on met du sérieux, Serge Kabong, on met du sérieux, ces entreprises seront viables. Merci beaucoup, Innocent Olenga. On a beaucoup de thèmes économiques à développer ce matin. Il y a quand même cette très bonne nouvelle, hein, cher Gabi. Je me pose la question de 600 millions à 1,500 milliards. C'est une mobilisation hors pair. Hein. Ça peut se justifier comment? Oui, ça peut se justifier. Les entreprises. Bon, je voudrais d'abord relancer la question que Innocent a soulevée. La SNEL, depuis un certain temps, n'exporte plus l'électricité vers la Zambie. C'est l'inverse qui se produit depuis plusieurs années. Imboulou aussi, hein, oui, même vers le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, on importe les courants de ces pays-là. Même à l'époque où la SNEL les faisait. Pas comme à l'époque, parce que la Zambie a construit des barrages chez elle, et puis nous, avec l'incapacité de la SNEL, le projet Inga, Grand Inga, tout ça, on en parle toujours. Un projet éternel. Voilà, mais c'est toujours dans les discours officiels, on ne voit aucune réalisation réelle. Aujourd'hui, la plupart même des entreprises minières qui sont basées au Katanga dépendent de la Zambie concernant l'électricité. Heureusement qu'il y a des entreprises qui construisent également leur propre centrale. Mais ça, c'est un vrai problème pour nous. Alors les réserves, oui, la question sur les réserves d'échange, ce n'est pas une question de magie. C'est vrai que c'est presque le même montant que Kabila avait laissé lorsqu'il quittait le pouvoir. Et puis on a reproché à Tshisekedi d'avoir utilisé les réserves d'échange qui servaient aux balances des paiements et puis pour la stabilité aussi, pour le taux de change et qu'on sort. Bon, on a utilisé avec tout ce qui s'est passé lors des procès 100 jours qui se sont presque terminés en queue de poisson. On ne sait pas, les résultats sont presque invisibles. Hein. Est-ce que les gens n'ont pas restitué l'argent? Ça, 100 jours. Je ne connais pas les nombres. Bon, d'après mes sources, il y a certaines personnes qui ont restitué des sommes modiques par rapport au montant que l'État devrait récupérer. Bon, mais comme nous n'allons pas finir dans le passé, mais arrêtons presque l'hémorragie. Et aujourd'hui, les résultats que vous voyez au niveau de la Banque centrale, il y a eu des promesses, par exemple des institutions de Bretton Woods, qui exigent à la RDC l'orthodoxie dans la gestion des finances. Mais c'est un peu choquant que nous recevions toujours des instructions de la part des autres, au lieu de faire nous-mêmes. Quand nous faisons l'auto-évaluation, nous constatons que ça ne marche pas. Notre gestion des finances publiques n'est pas saine. Mais si nous déployons beaucoup d'efforts, on aura moins d'exigences et il y aura moins de mendicité vis-à-vis de l'extérieur. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est la mendicité. Ça fait quelques semaines, on parlait ici des droits des tirages spéciaux. Vous avez vu un article que j'ai publié. Oui. À quand cet argent? À quand cet argent? Et quand vous regardez même la clé de répartition des 34 milliards virtuels, des promesses destinées à l'Afrique, quelle est la part de la République démocratique du Congo? Et c'est Macron qui va défendre la cause au sommet du G7 et puis au sommet du G20. Il faudra conclure un programme formel avec le FMI avant d'obtenir des financements. Mais lorsque vous regardez la part qui revient réellement à la République démocratique du Congo, bon, elle est toujours maudite. Non, même pas. Aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir. Oui. Vous prenez les 30 et quelques milliards là, divisés par le pays africain. Mais ça dépend parce que tous les pays n'ont pas le même poids dans ce partage. Vous voyez que les pays économiquement stables, hein, les deux géants par exemple de l'Afrique, qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud, vont prendre la part du lion, mais des pays comme la RDC et le Burundi vont se contenter des miettes. Pour cette question des réserves d'échange, c'est la mobilisation des recettes par des régies financières. Et il faut saluer également le travail que fait l'inspection générale des finances dans l'anticipation. Parce qu'on connaît notre degré de voracité. Même dans la dissuasion. Voilà, c'est la dissuasion, même si les gens ne remettent pas l'argent qu'ils volent, mais au moins on anticipe. Parce que si ils volent plus assez. On ne récupère, si on ne parvient pas à récupérer ce que les gens ont volé, mais au moins qu'on arrête et qu'on diminue l'overdose du vol des finances. Merci beaucoup. Alors, les régies financières, oui, toutes les régies financières ont dépassé les assignations. Mais celle qui est en tête de toutes les régies financières, c'est la direction générale des impôts. Un travail
formidable et les efforts... Vous avez dit un mot là, vous avez dit qu'il faut fermer les vannes. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'il faut lutter contre l'écoulage des recettes. Voilà. C'est ce que je te donne un exemple et c'est à vérifier. Sur un mètre cube de carburant, il y a une taxe de $150. Serge Kabon, $150 sur un mètre cube de carburant. Vous savez combien entre dans les trésors publics? $3. Les $147 sont répartis entre les ministères de l'économie. Il y a des rubriques là, il y a des gens de la présidence qui se retrouvent, il y a des gens de la sécurité. Et l'État gagne $3. Et l'État ne gagne que $3. Et c'est difficile d'arrêter cette hémorragie parce qu'il y a beaucoup d'implications au niveau de la présidence, au niveau du ministère de l'économie, au niveau de la sécurité. Et le pays marche ainsi. Ça, ce n'est qu'une taxe. Mais allez dans d'autres domaines. Vous trouvez beaucoup de taxes. Si vous allez à l'ex-ONATRA, la SCTP, ça existe. vous savez, on vous dit tout simplement que les membres du conseil d'administration sont passifs. Ils n'ont droit qu'aux jetons. Mais vous savez, ils sont en lutte contre l'inspecteur général des finances. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé les beefsteaks. Je vous dis au moment où nous parlons, je vous donne des chiffres vrais. Le PCA, c'est un exemple que je prends. Oui. Le PCA de l'ex-ONATRA, une entreprise déclarée canard boiteux. Le PCA a doublé son salaire. Il est parti de 5 800 $ par mois. Or, il n'a droit qu'à un jeton. Mais il s'est fixé un salaire de 5 800, mais actuellement, il est à 11 800. Vous comprenez? Là, il a un salaire mensuel. Il fait une carrière de 10 ans pour avoir 11 000 $. Il a même écrit récemment pour réclamer, il a droit aux primes de comptabilité, aux primes de... Mais si c'est légal, si vous dites, non, ce sont les choses qu'ils ont décidées eux-mêmes dans le conseil d'administration. Or, la loi dit tout simplement que lorsqu'on est mandataire passif, on a droit au jeton. Au lieu de 4 réunions par an, il a tenu la fois passée 16. C'est le Wallon. Mais c'est le Wallon. Alors, tout ça, il faut arrêter. Il faut arrêter l'écoulage des recettes. Si on arrête l'écoulage des recettes, Serge Kabomo, on évitera la politique de la main tendue. Ce qui fait de nous des mendiants. Parce que nous mendions 200 millions de dollars, mais nous envolons nous-mêmes 500 millions. Donc c'est paradoxe. Merci beaucoup Innocent, merci. C'est un paradoxe. Alors on va parler de la ville de Kinshasa, parce qu'on est jeudi, on va quand même placer un mot. Innocent, je vous ai vu, j'ai même lu un article de Scoop RDC. Gentini Ngobila, il paye-t-il tout ce qu'il a hérité comme passif de son prédécesseur André Kimbuta Yango. Donc lui et son ministre des Finances, sur instruction de la Banque centrale, ne peuvent plus prétendre chercher de l'argent auprès des banques commerciales. Je ne suis pas l'avocat de Gentini Ngobila, mais nous avons écrit cela, qu'il paie l'état de Kimbuta, mais cela ne dédonne pas non plus sa gestion à lui, parce que sa gestion aussi est décriée. Mais ce qui est vrai, Gentini Ngobila a hérité d'une dette lui laissée par André Kimbuta de 18 millions de dollars. Une dette de 18 millions de dollars. Et à l'époque, quand j'étais à Radio Kapi, en 2013, 2016 ou 2015, je ne me trompe pas, j'ai mené une enquête sur l'endettement de la ville de Kinshasa. Ah oui. Et le ministre de Kimbuta, le ministre des Finances qui est en prison, Guy Matundu, est monté sur ses chevaux pour essayer d'atténuer, mais pas tellement convaincre parce que les faits étaient établis. Kimbuta entre en fonction. Il hypothèque toutes les grandes taxes de la ville. Il va prendre l'argent auprès des banques, presque toutes les banques à l'exception de Finca. Il a contacté les dettes partout. À un certain moment, il est descendu même chez Finca. Donc là, c'était après. Mais auparavant, c'était toutes les banques. Il a hypothéqué les taxes brassicoles, tabacicoles, donc toutes les grandes taxes là, ça a été déjà hypothéqué pendant plusieurs années. Il y a André. Il a ouvert des comptes, il y en a 173
173 comptes officiels de la ville, c'est ça? Non, non, qui n'étaient pas gérés par les comptables. C'est l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville. Donc les recettes entrent et finalement, Jacques-Mille Kobila hérite une dette de 18 millions de dollars. Quand la capacité à l'époque, ou je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais la capacité de la vie de mobilisation des recettes, c'était 5 millions de dollars. Mais vous en avez les dépenses plus que ça. Donc c'est un problème de gestion. Le problème avec nous, nous voulons aller au-delà de nos capacités. On a pris des dettes, on a acheté des bus, comment on appelle ça, retranscrits. Dans cet argent-là, on a acheté des anti-incendies. Ça, c'est la justification. Mais sur le terrain, on ne voit rien. Moi, je n'ai pas vu. Les bus, là, ils ont rapporté quoi? Les bus, à part avoir pris les membres des familles qui ont détourné, qui ont volé des pièces par-ci, par-là. Donc, on a investi dans les vides. Gabi Kouba, les conséquences d'une telle décision, elles sont graves. Hein? Ngobila qui doit payer les personnels, je ne sais pas moi, il a un personnel dans son cabinet, il a un personnel à l'hôtel des villes, il a des régies provinciales qu'il gère. Ça, les conséquences, elles peuvent être de quel ordre? Oui, lorsqu'on s'endette, il faut avoir la capacité de se désendetter. Et les cas d'insolvabilité à travers les banques privées et surveillées par la Banque centrale du Congo, parce qu'on parle des règles prudentielles. Lorsque vous prêtez l'argent à X, il faut qu'il ait la capacité de rembourser, de payer dans les délais convenus. Et si on tombe dans les cas d'insolvabilité, d'incapacité pour rembourser les dettes, ça pose réellement de sérieux problèmes. Et la Banque centrale a cette obligation-là, c'est dans son pouvoir, dans ses attributions, de surveiller également les transactions entre les banques privées qui sont sous son autorité et les structures ou les individus. C'est ce que la Banque centrale a fait. On constate, après avoir fait cette évaluation, que la ville de Kinshasa ne peut plus elle s'endette, plus elle est plongée dans une incapacité totale de payer ses dettes vis-à-vis des banques. Or, les banques commerciales ne créent pas l'argent. Elles font des affaires. Les banques fonctionnent avec l'argent des épargnants. Plus elles dépensent pour prêter à ceux qui ne peuvent pas rembourser, plus les épargnants ont des difficultés pour récupérer ce qu'ils gardent à travers les banques commerciales. Et donc, il se poserait un problème de liquidité. Alors, maintenant, ça va se poser un problème de liquidité et la Banque centrale a fait ce travail. La banque fait au profit des banques commerciales d'ailleurs. Au profit des banques commerciales. Il faut sécuriser ces banques. Pour les sécurités. Maintenant, votre question est pertinente. Quelles sont les conséquences? Les conséquences est que la ville de Kinshasa, en termes de mobilisation des recettes, elle fait partie des G3 parmi les provinces les plus nanties, entre guillemets, mais je ne vois en tout cas aucune province produire ce qu'elle peut aujourd'hui. Mais concédons ainsi que ce sont la ville de Kinshasa parmi les 3 provinces. Mais la ville de Kinshasa a un personnel. Le gouverneur Ngobila a un personnel à payer, en commençant par les personnels politiques, les membres de son cabinet, les gouvernements provinciaux. Il faut voir également l'Assemblée provinciale, le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Il faut voir les fonctionnaires de l'État, l'administration des différentes directions. Voilà, les différentes directions. Il faut aller aussi plus loin, même dans les communes. Et la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui à travers les provinces, avec les gouverneurs, motions, défiance, destitution et consorts, parce qu'il y a une pratique qui est née auprès, par exemple, des institutions provinciales, des assemblées provinciales notamment, qui vivent aujourd'hui de ce que, bon, c'est indécent à Lingala, mais il faut traduire pour que les gens comprennent facilement. Voilà, c'est un peu ça. Quand le gouverneur résiste, je prends 2 exemples seulement. Une province, c'est comme celle de la Tuapa. Et deuxième province, je prends celle de l'Umami. Sankourou. Bon, je peux ajouter. Ok, merci beaucoup. Sankourou chez Pascal Ouondié, chez Innocent là-bas. Oui. Bon, quelle est la capacité de mobilisation des recettes de ces provinces-là? Mais si vous voulez vous abreuver auprès des gouverneurs, d'où viendront les moyens pour vous soigner? Ou vous désintéresser? Or, la rétrocession, même au niveau du gouvernement central, pose des problèmes. Il y a des provinces qui accusent 10 mois, 15 mois, 18 mois d'arriérés de rétrocession. Cela veut dire que ça pose un sérieux problème dans le fonctionnement des institutions de la province, et Ngobila sera dans ces cas-là. Et ce n'est pas exclu. Déjà, il est sous la menace de plusieurs motions, à gauche et à droite. Cela pourrait accélérer les processus de sa destitution, parce qu'on aura trouvé
un argument de taille, une capacité de gérer la ville. Il ne doit pas trouver toujours des excuses pour dire Kimbuta. C'est comme moi à l'Union nationale de la presse du Congo. Pendant tout ce temps-là, ces députés provinciaux qui voyaient Kimbuta faire ça, même ceux qui sont venus, les Moukébaï et les autres, ils font quoi? Non, mais il faut dire que Moukébaï est parmi les députés qui sortent du lot. Quand je discute avec lui, c'est vrai qu'il fait parfois face à une sorte de campagne. Oui. Voilà. Vous voyez que des illuminés, entre guillemets, sont parfois incompris. Nul n'est prophète chez lui et ça se vérifie aujourd'hui. Lorsque vous regardez, nous pouvons dire oui, c'est Kimbuta qui avait contracté des dettes. Mais quels sont les projets porteurs d'un avenir meilleur de la ville de Kinshasa qu'Ngobila a initié, que vous pouvez voir aujourd'hui, pour dire voilà, il a investi dans les secteurs porteurs de croissance, dans les secteurs générateurs de recettes. Vous le voyez. Il vient s'asseoir sur la DGRK de Kimbuta. Mais il ne faut pas trouver tout simplement des justifications pour dire voilà, ce n'est pas moi, c'est Kimbuta. Vous héritez du passif et de l'actif. Il faut éponger. Mais maintenant, il faut éponger les dettes. Ce qui n'a pas pu faire. Quand on accepte d'être gouverneur, il n'était pas ignorant de ce qui s'est passé à l'époque avec Kimbuta. Mais aujourd'hui, c'est sa capacité à transcender ce que Kimbuta a laissé comme difficulté qu'on attend. Malheureusement, on le rendez-vous manqué. Et comme on le dit, il patauge un peu. Il patauge un peu. Comme le dit un proverbe de chez moi, à force qui mange trop finit par se constiper. Parce que Kimbuta s'est endetté, lui aussi voulait emboîter les pas à Kimbuta. Voici la constipation aujourd'hui. Là, la ville est complètement KO. Elle est asphyxiée. Il y aura des grèves, par exemple. Il y aura des grèves partout. Des éboueurs d'abord qui sont presque invisibles. Il a même suspendu des gouverneurs des communes impropres. Mais quelle est la commune la plus propre aujourd'hui de la ville de Kinshasa? Regardez les environs de l'hôtel de ville. C'est innocent qui a la parole. Oui, je dis, il y a des taxes qui ne nécessitent que la mobilisation. Donc, il doit s'activer les impôts fonciers, les revenus sur... en fait, les impôts sur les revenus locatifs, tout ça, ça peut générer de l'argent pour la ville. Les parkings, il peut construire des parkings et faire payer. Lui, il attend l'argent frais. Non, moi je suis allé à Kinkole, les cimetières de Kinkole. Il n'y a pas de parking. Pourquoi ne pas créer un parking moderne lorsque les gens viennent enterrer, ils mettent leur véhicule par leur 1000 francs. En Afrique du Sud, Serge Kabono, même dans les supermarchés, il y a des... Je suis allé à la Mall Africa, la plus grande mall d'Afrique, construite à Djougou. Vous trouvez qu'il y a des parkings, vous ne payez à personne. Il y a un dispositif numérique. Lorsque vous entrez, la barrière s'ouvre, vous mettez votre carte, vous passez. Au retour, pour que la barrière s'élève, vous payez. Selon le nombre d'heures que vous avez consommé. Merci beaucoup. Donc c'est une façon de générer... Chez moi, à Bandal, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu un parking? Il n'y a pas de parking. Il y a des parkings de fortune gérés par les policiers. On paye tout ça, ça fait... Parce que nous, on n'a pas de parking dans nos parcelles. Nous utilisons les espaces publics. Il peut capitaliser ça, gérer, et puis ça ferait tout ça. Ça demande pas beaucoup d'imagination. C'est la paresse intellectuelle, tout simplement. Innocent Olenga a fait une bonne proposition, mais voici une proposition pratique que j'ai faite au gouverneur de la ville. Monsieur le gouverneur, vous qui nous suivez, peut-être à travers vos services, voici une idée géniale que vous pouvez capitaliser pour avoir de l'argent. Regardez seulement le nombre de motards, qu'on appelle communément, des taxis-motos sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Plus d'1 million de motards. Sans plaque d'immatriculation. Combien ont des plaques? J'ai posé cette question au DG de la DGI lorsque je l'avais rencontré dans une manif. Il dit, mais c'est aussi un engin roulant comme le véhicule. Pourquoi vous imposez la plaque au véhicule et non aux motos? Et le DG m'a répondu ceci, c'est la compétence de l'hôtel de ville sur cette question, ce n'est plus la compétence de la DGI. Mais, cher Ngobila, si vous ne pouvez plus récupérer ceux qui ont acquis des motos, mais les importateurs et les vendeurs, pourquoi ne pas leur donner des assignations pour dire, voilà, maintenant vous ne pouvez pas vendre une moto sans plaque. Et vous prenez une telle décision, c'est-à-dire à chaque vente de motos, donc avant qu'une moto soit vendue, on achète la moto avec la plaque. Et vous avez la capacité de générer des recettes à travers une telle opération. Parce qu'aujourd'hui, les moyens les plus faciles à travers la ville de Kinshasa, voilà.
Les gens sont gratuit. Je n'ai rien demandé. Je ne dirais peut-être que non, les motos, les voilà sont ingérables, c'est non, on peut pas. Mais il faut c'est un aveu d'impuissance. Il faut toujours, vous pouvez pas. Même ceux qui sont, il faut les contraindre. Il faut aussi les business. Moi, je circule avec un véhicule privé. Vous tous ici, vous avez des voitures. Vous faites quelle recette? Mais ceux qui exploitent ces motos pour un usage commercial, il est inacceptable qu'ils ne payent rien à l'État et que nous, les privés, qui utilisons nos véhicules à des fins personnelles, nous puissions payer. On va se séparer. Madame, monsieur, vous regardez CCTV. Kiosque, vous avez compris qu'on parle plus aujourd'hui des questions économiques parce qu'on veut un peu faire la distinction. On parle politique lundi, mardi, on parle politique vendredi et mercredi. On a choisi pour parler économie, généralement les jeudis. Et l'économie, c'est aussi cette question des visas. Les cartes visa, oui. On n'en sait pas beaucoup, hein. C'est des dénonciations, c'est des plaintes contre des journalistes. Parfois, c'est même des communiqués pour faire marche arrière de la part de l'IGF, marche arrière, mais qui confirme avoir une liste à lui. Oui. Ça crée un peu la confusion et dans l'opinion, là, on ne sait pas Il y a trop de confusion, mais ce qui demande des clarifications. C'est vrai qu'il y a des plaintes en cascade contre notre confrère Israël Mutombo de Bossolo à Politique, qui avait cité certaines personnes qui seraient détentrices de la carte Visa, qui serait aussi connectée au trésor public à travers la Banque centrale. Mais quand j'ai vu la mise au point de l'ex-ministre Yalagouli, qui dit que ce n'est pas connecté au trésor public, que c'est à travers les banques privées, il a même fourni des éléments. Il a adressé une correspondance à la Rabobank pour que la Rabobank présente les preuves des nombres et des fois qu'il a eu à retirer l'argent avec cette carte-là à l'étranger. Et quand je regardais, c'était 2 fois et ce n'était pas non plus 50 000. J'ai tenté d'avoir Pierre Paipai, qui est un ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, depuis la semaine passée, mais je ne l'ai pas eu, pour qu'il nous donne un peu les explications concernant cette Massango non plus. Voilà, Massango, je ne sais pas s'il est ici. J'étais sur la piste plus des Paipai, parce qu'on dit que ça date des années 60, mais dans les années 60, je me pose la question si les cartes Visa existaient à cette époque. Voilà encore un problème. Et les détenteurs de cette carte, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le gouverneur le ministre de la coopération. Le ministre de la coopération. Mais si la pratique n'est pas légale, mais peut-être qu'il y a une règle non écrite qui existe au regard de certaines éventualités ou de certaines urgences, parce que la chaîne de la dépense est telle qu'elle fonctionne, elle pose toujours des problèmes. Mais pour retirer l'argent à travers la chaîne de la dépense, s'il y a une urgence, pour un ministre des Affaires étrangères qui est censé être mobile à tout moment, ça peut poser des problèmes. Mais la sélectivité, par exemple, les gêne. Parce que dans la démarche, l'IGF dit « je n'ai pas avancé, donc la liste qui circule ne me concerne pas ». Cela veut dire que quand l'IGF, qui est un service sous la tutelle du président de la République, fait ses investigations, il soumet ses conclusions de l'enquête à l'autorité ou soit à la justice aussi est censée faire des contre-investigations. Donc cela veut dire que cela peut entendre. Or, l'instruction judiciaire ou juridictionnelle est secrète. Cela peut également poser un problème pour les enquêtes dès lors que ça sort dans l'opinion publique. Et il y a certaines personnes. Est-ce que ceux qu'on avait cités étaient réellement, les personnes citées étaient réellement détentrices de cette carte? Et s'ils l'ont détenu, est-ce que ce sont des usurpateurs ou pendant qu'ils étaient en fonction? Mais le problème, si c'est une règle non écrite, parce qu'il y a des opérations clandestines que l'État aussi organise. Ah oui. Il y a des opérations clandestines que l'État peut organiser. Alors, quand l'État organise, les gens qui se déplacent, qui sont détenteurs de cette carte-là, est-ce qu'ils récupèrent dans les normes? Et comment ils justifient? S'ils n'ont pas justifié. Est-ce qu'après l'exercice de leur mandat, je constate que parmi les gens cités, sont tous les anciens dignitaires de la République, ou les anciens dirigeants, les anciens serviteurs de la République. Ils ont utilisé... pendant quelle période? Si ils ont utilisé après avoir quitté les fonctions, parce que j'ai vu que dans la correspondance de Yalagouli dit, j'ai demandé même, moi-même je suis allé déposer la carte et j'ai demandé qu'on désactive cette carte-là parce que je n'avais plus qualité de En fait, en réalité, ce sont les cartes de la Rabobank. De la Rabobank, j'ai déjà quitté le gouvernement. Bon,
à ce moment-là, c'est à la banque commerciale Raobank de faire rapport à la banque centrale et à la banque centrale également de vérifier des faits. Alors, mais il faut être prudent aussi. Parce qu'on connaît, au Congo, quand on dit, bon, allez manger les arachides avec les enfants, on mange les arachides et les enfants. Quand on dit, bon, à l'étranger, est-ce que les gens n'ont pas improvisé des missions? Et même quand on improvise les missions, quand vous êtes dans une émission officielle, je vois par exemple Célé qui dit, j'étais dans les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, mais le calendrier est connu. Est-ce que c'était une urgence pour aller retirer cet argent ou bien il y avait des frais d'émission? Parce que s'il y a des frais d'émission et qu'il n'y a pas d'urgence à l'étranger pour récupérer cette carte, vous retirez l'argent, à ce moment-là, c'est un retrait illicite. Par contre, s'il y a une urgence et que les frais d'émission, au regard de la procédure de la chaîne de décaissement au niveau de la chaîne de dépenses, une forte acrobatie, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser. Mais vous l'utilisez combien, pour quelle finalité et comment on peut rendre compte de l'utilisation de cet argent? L'utilisation, c'est pour des faits de la République à l'étranger. C'est pas pour aller faire du shopping avec. Voilà. Oui, sache comment je voulais d'abord préciser que les plaintes qu'enregistre, les plaintes contre notre confrère Israël Mutombo, moi je les mets dans les lots des intimidations primaires. Donc, il faut considérer ça comme des intimidations primaires. Parce que les journalistes, quand ils détiennent une liste, les chefs peuvent vous dire officiellement qu'il n'a pas donné. Mais nous sommes des journalistes d'investigation. Moi, quand je suis allé, à l'époque où Thiébé a été tué, je suis allé à la morgue, j'ai trouvé le colonel qui était chargé de la gestion de la morgue de l'hôpital Maï. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'y a pas de corps ici. On n'a rien vu ici de Thiébé. Mais il y avait quelqu'un derrière lui qui m'a fait ça. Ah bon? Oui. Bon, quand on l'a accueilli, j'ai récupéré le message, il m'a dit, on est venu déposer ça à 6 h du matin. Donc, les journalistes ont plusieurs canaux. Ce n'est pas l'inspecteur, ce n'est pas Gilles Alengueti qui est allé sur le terrain. Il a envoyé des inspecteurs. Parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas discrets, qui peuvent avoir glissé la liste aux journalistes. Donc, ça, ce sont des intimidations primaires parce que la liste est là, elle est correcte. Il faut se calmer. Oui. Il faut se calmer seulement. Si vous n'êtes pas concerné, on verra que vous n'êtes pas concerné. Allez, bon, d'abord c'est un coup de chapeau parce que ce sont les anciens dignitaires qui commencent à recourir à la justice. L'exercice auquel ils n'étaient pas soumis à l'époque parce que eux, ils arrivent à Mukamata Mufunga. Mais là, comme ça que la voix est... Non, mais est-ce que le nouveau ministre aussi, parce que le ministre des Affaires étrangères est bénéficiaire de cette carte, la ministre sortante l'a-t-elle obtenue ou non? Ça, c'est pas un problème parce que dans les justifications il faut éviter la sélectivité. Non, ce n'est pas une sélectivité, Gabi. Moi, j'ai publié la mise au point de José Célé. J'ai publié aussi la réaction de l'ancien député John Colin, qui estime que dans ce que Célé a dit, c'est une demi-vérité. Parce qu'il a donné des informations, c'est justifiant lui-même. C'est vrai. La pratique existe, mais c'est pour 4 personnes. On vous parle du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Coopération, du ministre des Finances, du gouverneur de la banque. Donc il n'y a que 4 personnes qui peuvent avoir cette carte. Même le gouverneur lui-même, quand il a dépensé, parce que les autres viennent... Ça, les dépenses et les justifications, autre chose. Mais d'abord, les gens ayant qualité de bénéficiaires. Non, on a fait l'extension. Vous mettez le président de l'Assemblée nationale. Vous prenez le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur. Vous foutez là-dedans. Là, vous avez volé la disposition. Pourquoi pas donner aussi à Yolama et à Papitama? Tu ne sais pas, peut-être ils en ont bénéficié. Quand je vois tes costumes, ce n'est pas exclu que tu sois aussi de tendance de cette carte. Mesdames, Messieurs, on va se dire au revoir. Pour parler économie, on termine avec le Sénat. Le Sénat, les 2 membres de l'ancien bureau, innocents, ils sont visés par les réquisitoires du parquet. Ah oui, là vous donnez raison à Bijou Ngoya. Vous l'avez traité de légère et consort. Or, elle, à l'époque, ne réclamait que la justification des dépenses sur 4 millions de dollars. Parce que moi, en entrant en montant plutôt sur ces plateaux, mon président m'a fait rire. Il dit, il ne voyait pas l'importance, l'opportunité, parce que le bureau laissé par Kengo était viable. Kengo, nous connaissons son luxe, nous connaissons sa façon de vivre. On doute fort que Kengo ait laissé un bureau sale. Comme celui de l'INPC. Comme celui de l'INPC. Non, il ne faut pas ingérer notre bureau. Non, président, je ne permets pas qu'on ingère votre bureau.
Il est à notre dimension. Nous ne sommes pas Kengo, nous ne sommes pas assemblée. Nous n'avons pas assez de moyens. Non, c'est juste... Justement. Alors, Papa Ntango s'est précipité à terme, s'est précipité à vouloir non, c'est un homme de réhabilité. Il n'a pas ses goûts plus que Kengo. De l'art gothique. Parce qu'il m'a reçu une fois à son bureau, mais il est sur le boulevard, au 6e niveau, mais il y a le goût. Il est disciple de Kengo. Oui. Quand le maître laisse, donc le maître a bien laissé. Donc il n'y avait pas l'élève détruit. Il n'y avait pas d'opportunité à chambarder des choses pour dépenser 4 millions de dollars. Mais ce qu'on lui réclame maintenant, ce n'est pas 4 millions que c'est environ 145 millions de dollars. Mais voilà, pendant que nous nous plaignons... Est-ce que la commission va répondre favorablement? Parce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps, les médias ont dit que quand le président, le chef avait reçu les sénateurs, 84 de l'Union Sacrée, semble-t-il, il aurait demandé aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la démarche judiciaire. Peut-être une manière à peine voilée de dire aux sénateurs de livrer Matata Ponyo, ou soit encore certains d'autres qui viendront, comme le cas aujourd'hui avec ATM. Voilà ce que dit un adage de chez moi. L'hirondelle ne fait pas le printemps, mais l'hirondelle annonce le printemps. La rencontre, peut-être que le président de la République, il a trouvé peut-être qu'il y avait beaucoup d'obstacles concernant des poursuites judiciaires pour ceux qui détiennent des humilités. Et est-ce que l'humilité, c'est une licence est-ce qu'il revient au chef comme institution de donner injonction ou de demander des choses à une autre? Ce n'est pas une injonction, c'est une demande. Il est garant de la nation, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il joue à l'arbitrage. Quand ça ne marche pas, nous n'allons pas demander de l'eau à Bati, à Tambemanda et consorts. Quand il n'y a pas de courant dans nos quartiers, on dit bon, c'est que de ça et l'autre côté. Quand il n'y a pas de route, personne ne demande au président de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est un peu ça le problème. Bon, dire que le président de la République a demandé aux députés, oui, c'est parce que la plupart des gens qui sont soupçonnés de détournement des deniers publics se sont abrités derrière ces immunités. Mais les gens parlent de l'acharnement politique. Dites-moi, quel est le bon souvenir que vous avez de la gestion du passé pendant autant d'années? Combien de bons gestionnaires qui sortent du lot aujourd'hui pour dire? Parce que si ce sont les mêmes qui se sont compromis dans la gestion de la République, mais alors pourquoi voulez-vous qu'ils ne soient pas poursuivis par la justice, qu'ils rendent compte de leur gestion? Parce que vous pouvez tout contester, acharnement politique et consorts. Mais ce sont des politiciens qui ont géré. On va demander des rapports à qui? À Innocent Olenga? À moi? J'ai géré quoi? Mais je n'ai rien géré. On peut demander des comptes qu'à ceux qui ont géré. Mais j'ai apprécié par exemple l'attitude du sénateur Matata qui a quitté la Guinée pour dire voilà, je vais affronter la justice. Il est là, mais se reproche de rien. Contrairement à Makonga qui voulait faire un aller. Il n'a pas crié à l'acharnement. Il dit je vais présenter les moyens de défense. Il était malade. Il faut traverser la oui. S'il est innocent, il sera acquitté. S'il est Olenga. Oui, parce qu'on parle de la présomption. Mais la présomption d'innocence rime aussi avec la présomption de culpabilité. Parce que les révélations, la demande du procureur général près de la Cour de cassation, quand j'ai entendu la lecture de la demande par le rapporteur du Sénat, mais j'étais en tout cas très choqué. 9 millions de dollars, 6 milliards de francs congolais. Mais savez-vous, quand les individus détournent 9 millions de dollars américains, combien d'écoles peut-on construire? Vous parlez d'écoles, la catastrophe qui a sévi à Goma, on a besoin de 8 millions. Voilà, et les gens n'avaient même pas de moyens de mal à mobiliser. Voilà, c'est maintenant qu'on tente de mobiliser les autres. Donc, il faudra que les immunités soient levées. Sinon, on donne un mauvais exemple. Qu'aujourd'hui, on peut voler. Merci beaucoup, et se faire élire pour bénéficier de l'impunité. L'humilité n'est pas synonyme de l'impunité. J'avais suivi, comment on appelle ça, le mercurial du premier président de la cassation lors de la rentrée judiciaire, qui avait demandé à ce qu'on puisse même poursuivre d'ailleurs des anciens dignitaires ou des ministres, soit des mandataires en fonction. Il ne faut pas parler. Même des parlementaires. Parce que si on parle des anciens dignitaires, ça donne l'impression qu'on tout gestionnaire, parlons des gestionnaires. Tout gestionnaire de l'État. Parce que même ceux qui sont arrivés aujourd'hui, ils ne sont pas non plus des saints. Merci, madame, monsieur. Cette émission est terminée. Vous avez vu, hein, on peut faire du journalisme sans faire de l'association. On peut analyser comme Gabi, on peut analyser comme Innocent. Je vous dis grand merci à vous merci, pour nous avoir honorés. Merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui m'avait écrit via les réseaux sociaux pour demander vraiment que cette rubrique soit respectée pour chaque jeudi. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend des économistes qui sont là. Quand ils sont là, nous analysons. Quand ils ne sont pas là, donc on est obligé de faire un peu comme tout le monde. Tel a dit ceci, la réaction de tel est...
C'est un peu le journalisme à la quinoise. Madame, Monsieur, on va se dire au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. Je crois qu'il est 10h20 à Guémena, au sud du Bangui. Au revoir.